Selon un rapport 2018 de la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, 69% des déchets sont déversés à ciel ouvert et souvent brûlés. 24% des déchets sont éliminés sous une forme quelconque et environ 7% d'entre eux sont recyclés ou récupérés. Le recyclage comme une solution dans la gestion des ordures et déchets de tous ordres en Afrique, on en parle dans cette émission. Bienvenue à tous. Et justement pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Alex Guédé-Balou. Vous avez été ancien directeur de recyclage d'équipements électriques et électroniques pour le compte d'une société. Bienvenue. Merci. Avec vous, M. Tano Begré, bienvenue. Il est environnementaliste. Heureux de vous recevoir. Merci. Comme nous le disions à l'entame de cette émission, nous parlerons de recyclage en Afrique et nous verrons les enjeux. Les ordures ménagères en Afrique et partout, tout le monde s'en débarrasse pour plusieurs raisons, alors que cela constitue une mine d'or, M. Alex. Effectivement, aujourd'hui, nos différents pays africains sont face à un défi, la gestion des déchets ménagers. Nous voyons ces déchets aujourd'hui comme une véritable menace. Bien au contraire, nous devons les voir comme des ressources à valoriser. Tu peux créer de la richesse, tu peux créer de l'emploi. Et nous ne sommes malheureusement pas à ce niveau, contrairement aux pays développés. Je pense qu'on peut travailler, on a encore une marge de progression à faire pour atteindre ce niveau. Et l'option de cette création de richesse, c'est le recyclage. Monsieur Tano, le recyclage, dites-nous qu'est-ce que c'est? Le recyclage, c'est l'ensemble des opérations de collecte, de transformation de déchets pour d'autres utilisations après. D'accord. Dites-nous, en Côte d'Ivoire ou en Afrique de façon générale, est-ce qu'on en est là? Non, pas véritablement. La gestion de déchets n'est pas une attitude qui se trouve aisée dans le comportement dans nos pays africains. D'accord. Comment ça se passe, M. Alex Balou, quand les ordures ménagères sont là, il y a des équipements parfois électroniques, tout est mélangé, ceux qui sont les collecteurs, expliquez-nous un peu le processus la plupart du temps en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le constat est le suivant, c'est que l'État essaie de faire beaucoup d'efforts pour la collecte, pour assainir notre environnement par la collecte et je dirais par le traitement de ces déchets au centre de valorisation et d'enfouissement technique. Le constat est qu'il y a la collecte qui est faite. Tout ce qui est déchets plastiques, déchets métal, tous ces déchets sont collectés dans nos ménages et après sont enfouis au niveau du centre dont on parlait tout à l'heure. L'idéal serait de commencer à faire d'abord un tri sélectif au niveau du ménage, de sorte à séparer les différents déchets dans les différentes catégories et une fois dans les centres, permettre à des organisations, des entreprises qui travaillent dans ce domaine de pouvoir valoriser ces déchets par le recyclage. Nous pouvons arriver à cela, je pense. D'accord. Dites-nous, pourquoi faire un tri sélectif de tous nos déchets? Les ménages ne le comprennent toujours pas forcément. Le tri est utile, indispensable. Parce que nous avons 4 types de déchets. Nous avons les déchets plastiques, nous avons le métal, nous avons en dehors du métal et du plastique, nous avons les ordures, qu'on peut dire les déchets papier. Donc, lorsque le tri est fait, la durée de vie de chaque déchet n'est pas le même. Sur cette base, l'importance du tri favorise le travail de ceux qui seront en aval, c'est-à-dire au niveau du centre d'enfouissement. Parce que les verres, par exemple, c'est des déchets dont le recyclage peut se faire à n'importe quel moment, très, très facile. Le métal, mélanger le métal, par exemple, avec des déchets organiques, vous voyez que ce n'est pas facile. Le plastique, donc, il est très important, plus que important même de pouvoir faire les tri sélectifs avant d'envoyer les déchets au centre d'enfouissement. Et pour que cela soit quelque chose de facile, c'est d'abord au niveau des ménages que ce travail doit être fait. Un travail de sensibilisation. De sorte que chaque ménage puisse comprendre la nécessité de préservation de l'environnement à partir de la collecte le stockage de ces déchets à la maison. D'accord. Il parle tout à l'heure des différentes catégories de déchets. Parlons un peu de leurs caractéristiques, parce que les ménages, des fois, retrouvent des plastiques, voient des déchets organiques, voient des déchets mécaniques, et vous qui avez géré même les déchets électroniques et électriques, quelle est la particularité de ces différents types de déchets et dans leur durée de vie également?
Ok. Quand nous prenons par exemple les déchets organiques, et ils ont une durée de vie très très courte, contrairement à des déchets, je dirais, plastiques ou métalliques qui ont souvent des décennies ou bien des siècles pour pouvoir se dégrader. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire la part des choses, et le tri, c'est pourquoi le tri sélectif s'impose, de sorte à ce qu'on puisse les regrouper et permettre leur recyclage de façon, je dirais, plus écologique. D'accord, le citoyen lambda ou la ménagère qui va au marché et récupère des bananes, des légumes, tout ce qu'il faut pour faire, on dira, faire la cuisine, et tout ça dans un emballage plastique. Est-ce qu'après utilisation, elle court un danger dans la gestion? Il y a un danger immédiat ou même sur l'environnement, avec tout ce qui va être rejeté après? Oui, le danger, il est important. Il est important parce que notre environnement est de plus en plus pollué par ce que nous produisons. Le comportement de chacun d'entre nous, c'est quoi? Nous avons des désirs et nous essayons de satisfaire ce désir en achetant, en consommant, et puis on refait le même processus. Mais derrière, on ne tient pas compte de l'environnement que nous sommes en train de polluer avec ces milliers de tonnes de déchets que nous produisons au quotidien. Et c'est pourquoi dans nos différentes actions, nous devons tenir compte dans nos achats d'acheter des déchets, d'acheter des produits qui sont recyclables. En le faisant, je dirais, en amont, nous évitons la pollution à notre environnement. D'accord, monsieur Alex parle de produits recyclables. Monsieur Tallo, qu'est-ce qu'il faut recycler? Que peut-on recycler dans tout ce qu'on observe aujourd'hui? Le plastique, il est recyclable. Les verres sont recyclables. Le métal, il est recyclable. Les papiers qui rentrent dans le groupe des produits organiques, la transformation n'est pas complexe. Donc aujourd'hui, de façon générale, voilà les 3 grands produits dont le recyclage commence à être une habitude dans le comportement des gens. Le métal, le plastique et les verres. D'accord, parlons maintenant des principes même du recyclage. Ça consiste concrètement à quoi? On a vu par exemple en Europe où on encourage les personnes à déposer leurs bouteilles d'eau plastique en échange d'un billet de métro. Ça veut dire que c'est de l'or que les gens sont en train de collecter de cette façon, non? Le recyclage est source d'emploi. Le recyclage est source d'emploi. Il est source de lutte contre le chômage. Mais quand vous parlez du principe de recyclage, c'est tout part d'abord du comportement. La sensibilisation, l'éducation, qui permet aux citoyens lambda de comprendre la nécessité de savoir bien collecter les déchets qu'ils produisent. D'accord, au niveau de la sensibilisation, quel est le message qui devrait passer après l'éducation? Le message qu'il faut passer, nous avons hérité d'un environnement que nous avons la responsabilité d'utiliser, de préserver et de céder à nos descendants. C'est ce message important qu'il faut passer. Lorsque ce message est passé, il est bien compris, chacun de nous fera attention dans le comportement qu'il a, les gestes qu'il a en ce qui concerne l'environnement. D'accord. Tout à l'heure, on va voir peut-être des produits dérivés du recyclage. On a toujours su les principes du recyclage, monsieur Alex. Au niveau des principes, il y a ce qu'on appelle la loi des 3 R. C'est-à-dire quoi? Réduire, réutiliser et recycler. Il parlait tout à l'heure, M. Maigret parlait tout à l'heure de sensibilisation. C'est quelque chose que, par exemple, le Rwanda a bien réussi en faisant un maximum de communication sur la loi des 3 R. Ce qui a permis de pouvoir, à la population de pouvoir adopter un certain nombre de comportements. Il faut dans la production même, depuis la production jusqu'à nos achats, il faut qu'on se dise qu'on doit réduire les déchets qui polluent beaucoup plus notre environnement. Et les usines de production aussi doivent prendre des dispositions pour éliminer tout ce qui est produit qui va se transformer en déchets. Au niveau de la réutilisation, il faut aller vers des déchets, je dirais des produits. Il faut faire l'achat, il faut consommer des produits qu'on est capable de réutiliser plusieurs fois. Ainsi, ça réduit le nombre de déchets qu'on produit dans l'environnement. Et le recyclage, tel qu'on le parlait, derrière tout ça, il faut permettre
à des structures qui sont plus appropriées de pouvoir faire le recyclage. D'accord. Serait-ce une fierté pour vous, messieurs, de porter une tenue, de porter peut-être une montre, une chaussure issue du recyclage, Monsieur Talon? Oui. En le faisant, on permet à un jeune d'avoir des gains, parce que c'est un travail intellectuel produit. Donc la fierté vient dans ce sens-là. D'accord, parlant de gains, je vous invite à faire un tour à Niamey, où rien ne se perd, tout se transforme. Je vous invite donc à suivre cet élément de notre correspondant Djibril William, qui a rencontré l'artisan recycleur Hassan Midal. Et on revient tout de suite. Des placards en natte dans la cuisine, au fauteuil du salon fait de palettes assemblées. Chez Hassan Midal, la décoration est aussi simple qu'originale. Ici, on est loin du salon typiquement nigérien fait de mobilier importé. Tout a été fait à la main et par le maître des lieux. Je faisais comme tout le monde, j'achetais au marché et j'achetais des choses qui sont d'ailleurs très chères et très fragiles. Comme je suis bricoleur, et là je suis revenu à la maison, j'ai bricolé des choses. Et là j'ai commencé à faire du bricolage. Et le bricolage m'a donné tout cela que vous voyez. Et là je suis fier de ce que j'ai fait. Ce qui, au départ, n'était alors qu'une séance de bricolage, se transforme alors en une véritable passion. Canapé, table ou encore lampe de chevet, au fil des mois, Hassan Midal se spécialise de plus en plus dans la confection de mobilier, et dans cela par une matière première des plus pratiques et faciles à obtenir. Le jeune homme ramasse toutes les palettes de bois qu'il trouve, quitte à les entasser dans sa cour, transformées en atelier. C'est juste, j'ai trouvé une palette, là, j'ai fait, ça m'a aidé de faire des recherches, j'ai fait des recherches, j'ai vu que les gens font beaucoup de choses avec les palettes, et là, du coup, ça a commencé. Et surtout ici au Niger, les gens ne savent pas l'usage des palettes, ils pensent que c'est juste pour déposer des produits, mais alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Du mobilier écolo, solide et original, il n'en fallait pas plus pour attirer les premiers clients. Au fil des mois, les meubles à base de palettes se font de plus en plus connaître, au point que les commandes se multiplient. De quoi pousser Hassan Midal à troquer sa maîtrise en sciences politiques contre le recyclage de palettes. J'ai commencé par un canapé. En fait, tout ce que je le faisais pour moi-même. Si je le faisais pour moi-même, je les garde dans la maison. Petit à petit, j'ai commencé, les gens ont apprécié, ils ont vu, ils ont apprécié. Et ça a évolué. Les gens ont commencé à commander, à acheter. Et là, c'est devenu ma principale activité maintenant. Hassan Midal pourrait servir d'exemple type d'une reconversion réussie. Son diplôme en sciences politiques, bien rangé dans un placard, devrait encore prendre la poussière un bon moment. Le bricoleur écologiste croule désormais sous les commandes et le mobilier à base de palettes devrait bientôt équiper certains établissements hôteliers et même scolaires de la capitale. Comme vous le constatez, c'est un bricoleur qui faisait le recyclage pour lui-même et finalement ça devient une activité génératrice de revenus. Quels sont vos commentaires après cet élément, M. Talon? C'est d'abord un commentaire de satisfaction. Voilà un jeune qui a compris la nécessité de pouvoir sauver l'environnement. Nous, dans ces actes qu'il pose, nous voyons un agent qui contribue à la préservation de notre environnement. Ça, c'est l'œil de l'environnementaliste. Ça, c'est les premiers éléments que nous tirons. Tout à l'heure, je disais que savoir recycler nos déchets nous procure des moyens financiers. Aujourd'hui, quand vous le voyez, il n'est pas à l'abri du besoin, mais au moins, il arrive à assurer ses besoins primaires. C'est le deuxième élément que nous retenons au travers de cette vidéo qui vient de passer. C'est un très bel exemple, monsieur Alex. Oui, un très bel exemple et même à encourager, en ce sens que par ces minimes actions, il essaie de, lui à son niveau, de préserver l'environnement, je pourrais le dire, de lutter contre le réchauffement climatique même. Et c'est une forme aussi de sensibilisation qu'il essaie de faire autour de lui. Et derrière, comme l'a dit mon frère Tano, c'est aussi de l'emploi qu'il crée. Certainement dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il pourra employer au plus de 3, 4, 5, 10 personnes.
Et si ces genres de modèles sont reproduits un peu partout sur le continent, je crois que ça peut réduire le taux de chômage. D'accord. Dans un rapport, on dit l'Afrique subsaharienne a généré 174 millions de tonnes de déchets en 2016 avec un taux de 0,46 kg par habitant et par jour. C'est un rapport 2018 de la Banque mondiale. Avec toute cette quantité de déchets produits, l'Afrique peut sortir de la pauvreté, ou les Africains peuvent sortir de la pauvreté s'ils prennent cet aspect, monsieur Tanon. Vous savez, le gros problème que nous n'avons pas de politique prospective assez costaud dans nos pays. Qu'est-ce à dire? La politique prospective, c'est cette politique qui permet d'anticiper, de prévoir ce qui peut arriver dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, l'évolution de la population a surpris nos États en termes de production de déchets. Il y a je lisais le magazine Forbes de 2015 qui dit 64% des villes les plus sales sont en Afrique. Nous ne sommes pas préparés à ce boom démographique qui engendre les déchets, parce que n'oubliez pas que nos sociétés commencent à devenir des sociétés de consommation. Mais lorsque nous commençons à devenir une société de consommation, nos habitudes doivent pouvoir changer. Aujourd'hui, quand nous regardons les ODD, nous devons toujours commencer à entreprendre une action en tenant compte de ces principes. Malheureusement, c'est ce qui ne va pas en Afrique. Vous allez trouver un jeune dans un baka, après avoir bu un sachet d'eau, va jeter le sachet sur le goudron, sans avoir en lui un sentiment de gêne. Alors les bakas sont les mini... c'est les mini cars de transport utilisés en Côte d'Ivoire, sans aucun gêne. Vous allez manger la banane, la peau de banane, vous allez jeter sans aucun gêne. Ce sont ces comportements-là que nous devons commencer à changer si nous voulons impacter notre environnement. Ce que nous devons comprendre, l'environnement, nous ne sommes pas créateurs de l'environnement, mais nous détruisons l'environnement. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des droits de l'environnement, des lois qui sont pour gérer l'environnement, c'est parce que le monde s'est rendu compte que si nous ne faisons pas attention à un moment donné, cet environnement qui devait être paisible pour nous va devenir nuisible pour nous. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Il y a un lien avec la gestion saine, professionnelle de l'environnement, des ordures. Oui, effectivement, il y a un lien, même si ce lien est, je pourrais peut-être dire, sous-estimé par beaucoup d'entre nous, mais le constat est que ces déchets mal gérés produisent ce qu'on appelle le biogaz. C'est du métal, du dioxyde de carbone, qui sont des facteurs de production de gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui en partie à la base du réchauffement climatique. Donc il est important pour nous que dans la gestion de ces déchets, nous fassons beaucoup plus attention. Et il revient à nos États et à chacun d'entre nous de pouvoir revoir sa consommation et de pouvoir prendre les dispositions pour mieux gérer ces déchets. D'accord. Restons toujours au niveau des enjeux économiques, dans la bonne gestion des ordures ménagères, des ordures électroniques, des déchets électriques. Qu'est-ce que nos États, qu'est-ce que les jeunes de nos pays pourraient gagner financièrement, en termes d'autonomie financière, s'il y a une très très bonne gestion? On a bien l'exemple au Niger. Effectivement, l'exemple au Niger que nous venons de voir est très parlant. Et je pense que si ces exemples sont reproduits, c'est des milliers d'emplois qui peuvent être créés. Je prends très simplement l'exemple de notre centre d'enfouissement ici en Côte d'Ivoire, qui, au dit de Madame la ministre de l'Environnement, génère autour de 6 000 emplois directs et indirects. Mais moi, je vais encore plus loin pour dire, si seulement nous arrivons en amont à faire un tri sélectif et à créer des unités qui s'occupent de ce tri sélectif, et aussi en aval à pouvoir mettre en place des structures qui vont se charger des recyclages des différents groupes de déchets que nous arrivons à constituer. Ça peut créer de nombreux emplois pour nous, pour nos différentes sociétés qui ont le mal à pouvoir créer de l'emploi pour les jeunesses. Il y a certainement beaucoup d'articles sur le marché, mais tout le monde ne sait pas que c'est issu du recyclage. On a vu tout à l'heure des tables, des palettes de bois utilisées pour faire des fauteuils et autres, des salons. Quel autre objet que vous connaissez sont issus, par exemple, du recyclage? Vous prenez, par exemple, les sociétés qui vendent
les ustensiles de cuisine à base de caoutchouc, du plastique. C'est le recyclage des plastiques qui permet la production de ces bassines, de ces seaux, de ces chaussures, de ces bouilloires. Ça, c'est des éléments assez palpables. Les bois à linge proviennent du recyclage du plastique. Ça, c'est un élément. Même au niveau de nous, très jeunes, nous avons connu des chaussures qui sont faites à partir de pneus, qui sont des chaussures qui ne se gâtent jamais. Ça, c'est même au niveau, par exemple, des verres. Quand vous arrivez à une commune comme à Bobo, vous voyez ces femmes-là qui, avec des gouttières, nettoient les bouteilles qui sont revendues après pour être utilisées pour la conservation de certains produits. Ça, c'est les objets qui proviennent du recyclage. Au niveau des déchets électroniques, électriques, produits dérivés du recyclage. Oui, à ce niveau, j'ai eu la chance de fréquenter un peu les casses, différents endroits. Et à ce niveau, il y a par exemple l'aluminium. L'aluminium recyclé que nous retrouvons beaucoup aujourd'hui dans nos ménages avec les ustensiles de cuisine. On appelle les marmites. Voilà, les marmites. Voilà, les gens fabriquent des marmites avec. Même l'aluminium qui est recyclé, qui est transformé en plein d'autres produits. Mais à côté de cela, il y a aussi les déchets je dirais, plastiques. Il y a l'exemple d'une jeune structure, par exemple au Cameroun, où les déchets plastiques sont utilisés pour faire du pavé. Du pavé, ouais. Oui. Et tout ça, c'est intéressant. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'énergie renouvelable. Voilà. Est-ce que les déchets organiques ne seraient pas aussi utiles dans la production? Oui, les déchets organiques, dans une bonne gestion, nous permettra de la production du biogaz. Ça, c'est un élément essentiel. Mais dans la mauvaise gestion, elle produit 24% responsables du gaz à effet de serre. Très souvent, vous voyez dans nos centres de collecte sont à ciel ouvert. Donc, lorsque vous mettez ensemble des pots, des épluchures de bananes, d'ignames, des morts de terre, ce mécanisme de fermentation produit un gaz. Et parfois on y met du feu. On y met du feu. Un feu qui ne s'éteint qui ne s'éteint jamais. Une coloration assez nocive, noire que nous voyons. Mais tout cet environnement créé nous expose à la maladie. Mais par contre, si dans la collecte déjà le tri est fait, que les déchets organiques sont bien utilisés dans la production du biogaz, c'est un salut pour chacun d'entre nous. La production, même des composts pour la production agricole, c'est des moyens, c'est des résultats de la bonne gestion des déchets organiques. Aujourd'hui, nous parlons par exemple, l'OMS dit, c'est les familles les plus pauvres qui sont exposées à la pollution parce qu'elles préparent avec des bois de chauffe qui produisent de la fumée. Aujourd'hui, dans nos pays, vous n'allez pas trouver l'installation, par exemple, du gaz de cuisine dans le système de construction de nos maisons. L'utilisation du bois produit de la fumée. Nous détruisons la forêt. L'écologie prend un coup. L'environnement prend un coup. Donc pour nous, la bonne gestion, la bonne récupération rationnelle des déchets de ménage permet effectivement la production du biogaz et même au-delà du biogaz, du compost qui sera utile à la production agricole. Quand on sait que l'Afrique a le maximum de terres cultivables et que l'Afrique, selon certains chiffres, va être le continent qui va nourrir peut-être, qui va nourrir le monde. On se rend compte également que les déchets sont exportés. Également, comme c'est une source de revenus, la France par exemple exporte en Espagne, dans certains pays, mais l'Afrique est qualifiée parfois de dépotoir de certains pays, M. Alex. Oui, malheureusement, c'est le cas. Beaucoup de déchets que nous recevons ici, peut-être hormis les déchets, peut-être quelques déchets de ménage, beaucoup de déchets que nous recevons ici proviennent de ces pays développés. Nous prenons l'exemple, par exemple, des déchets électroniques, dont la grande partie vient sur notre continent sous forme d'équipements de seconde main. Mais au bout de 2-3 ans, tu se retrouves dans nos poubelles, un peu partout, dans nos trottoirs. Et donc, le cas est palpable. C'est tellement net. Il y a un certain nombre de législations qui évitent l'importation, l'exportation d'un certain nombre de déchets dangereux, malheureusement, dont beaucoup de pays font fi aujourd'hui.
Et nous recevons sur le continent beaucoup de ces déchets qui proviennent de ces pays. Maintenant, il nous faut prendre les dispositions, non seulement pour empêcher cela, mais en interne, de pouvoir recycler, nous donner de la valeur, une seconde vie à tous ces déchets que nous produisons au quotidien. D'accord, on considère cela comme votre mot de fin, monsieur Tano. Par la voie, la Malaisie, voilà un pays, Oui. le 28 mai passé, par la voie de la ministre de l'Environnement, a décidé de retourner 3000 tonnes Oui. de déchets en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Parce que ce sont ces pays-là qui envoient dans nos pays. Eux-mêmes, ils en ont assez déjà pour pouvoir gérer. En le faisant, c'est parce qu'eux, ils ont compris la nécessité de pouvoir se débarrasser de ces déchets, qu'ils essaient de mettre des mécanismes en place pour pouvoir se débarrasser. Mais nous, dans nos pays, nous ne mettons pas de mécanismes de surveillance ou de contrôle qui font que nos pays sont les pays qui sont accessibles en termes de réception de ces déchets qui en réalité sont nuisibles. M. Alex disait, quand on va au marché, on trouve un ordinateur qui coûte 50 000. Nous pensons que c'est un cadeau, mais en réalité, c'est 50 000 francs, c'est après un an. Il va se retrouver dans la poubelle. C'est un déchet électronique. Yes. Merci à vous, monsieur Tano Begré. Bienvenue. On retiendra que, selon Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Alex Guélé-Balou, qui est ancien directeur de recyclage d'équipements électriques et électroniques. Merci encore d'être venu. Et avec vous, monsieur Tano Begré, bienvenue, qui est environnementaliste. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.